Jean-Luc Coronel de Boissezon, professeur à l'ICEP, notamment en droit constitutionnel. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'affaire qui émeut tout notre pays, à savoir la condamnation de Marine Le Pen, mais aussi de 8 eurodéputés et du parti lui-même dans le dossier dit des assistants fictifs du Rassemblement national. Cette décision du tribunal correctionnel du 31 mars est d'une extrême sévérité. Marine Le Pen, condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, à exécuter sous bracelet électronique, ce qui met nécessairement fin à la possibilité pour elle d'avoir une activité politique, assortie en outre d'une peine accessoire de 5 ans d'inéligibilité, avec de surcroît une exécution provisoire, c'est-à-dire une application immédiate, outre 100 000 euros d'amende. Cette décision est d'une extrême sévérité. On se dit qu'une telle sévérité ne peut qu'être fermement assise sur la loi pénale, et pourtant ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, contrairement à ce qui est dit dans les médias, où la décision est parfois présentée comme une application automatique du code pénal. Tel n'est pas le cas, puisque l'infraction alléguée, c'est-à-dire le détournement de fonds publics, repose sur un article du code pénal, l'article 432-15, prévoyant le détournement de fonds publics, qui est un article qui ne prévoit pas que l'on puisse poursuivre de ce chef les parlementaires. Ce n'est pas un oubli du législateur, puisque dans ce même code, un peu plus loin, ou plutôt un peu plus tôt, l'article 432-12 nous parle de la prise illégale d'intérêt concernant les élus. Donc si les élus ne sont pas mentionnés à l'article 432-15, c'est que le législateur a entendu les mettre en dehors de ce chef de poursuite. Pourquoi ? Eh bien parce que l'utilisation des fonds dans le travail législatif est une prérogative du pouvoir législatif qu'exercent les représentants du peuple français, c'est-à-dire du souverain, dans l'exercice de leurs fonctions. Dès lors qu'un contrôle intervient dans l'exercice de cette fonction législative, il s'agit d'une atteinte à la séparation des pouvoirs. Or, pourtant, tel a bien été le fondement des poursuites et de la condamnation. Sur quelle base donc ? Eh bien, non pas sur la base de la loi, mais sur la base de la jurisprudence, ce qui est éminemment plus fragile. Une jurisprudence peut évoluer, et en outre d'une jurisprudence peu assise, puisque c'est une jurisprudence relativement récente. C'est une jurisprudence de 2018 qui avait commencé avec le parquet national financier dans l'affaire Fillon, qui avait déjà eu un impact considérable sur l'élection présidentielle en 2017, et qui a été reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2018, par lequel la Cour de cassation a étendu effectivement ce délit à des contrats d'assistants parlementaires nationaux. Alors, c'est éminemment problématique, parce que ça signifie que ce n'est pas le législateur, le représentant élu du peuple souverain, qui a prévu cette extension du détournement de fonds publics. Non, celui qui a pris la décision, c'est le juge, donnant ainsi à d'autres juges le pouvoir de contrôler, de contrer, voire d'annihiler le pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir légitimé par l'élection. Alors, ce fondement en soi, vous le voyez, est très fragile. Il l'est d'autant plus que la légalité, vous le voyez, n'est présente que par l'intermédiaire de la jurisprudence, mais en outre, le fameux principe de l'égalité des délits et des peines, ici, semble assez peu respecté, dans la mesure où les assistants parlementaires au Parlement européen dépendent en fait d'une réglementation, la réglementation du Parlement européen, qui dispose qu'il y a des assistants parlementaires accrédités et par ailleurs des assistants employés locaux, et que les assistants employés locaux travaillent dans l'État membre d'élection.
Donc ils travaillent au plan national. Ils ne peuvent pas être affectés dans les locaux du Parlement, ils ne peuvent pas participer, sauf pour de courtes visites, dit le règlement du Parlement européen, au travail des parlementaires européens. Donc, bien entendu, les parlementaires ont des assistants locaux qui travaillent, encore une fois, dans le pays d'élection, en l'occurrence ici en France. Donc, il est difficile de parler ici d'un véritable détournement de fonds publics. Les assistants ont fait ce que les électeurs voulaient d'eux, c'est-à-dire travailler effectivement pour le parti pour lequel ils avaient voté. Il faut souligner dans cette affaire qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas davantage d'emplois fictifs, les assistants ont travaillé, il n'y a pas non plus de corruption. Or, avant cette jurisprudence du parquet national financier qu'avaient mis en place François Hollande et Christiane Taubira, depuis cette jurisprudence de la Cour de cassation, il y a une aggravation des critères des chefs de poursuite, au-delà, vous le voyez, de ce qui serait une véritable escroquerie à l'argent public, ici absente. Donc, c'est un malaise profond que l'on ne peut que ressentir, eu égard, encore une fois, à ce qui a été le fondement de la condamnation. La condamnation est en outre ici accompagnée d'une peine complémentaire. Cette peine complémentaire, donc c'est une peine accessoire, elle n'est pas obligatoire. Là aussi, des médias ont dit qu'elle était obligatoire en application de la loi Sapin II, l'article 19 de la loi du 9 décembre 2016. Or, évidemment, la loi ne peut être rétroactive et il se trouve qu'en l'occurrence, la prévention des faits poursuivis s'étendait de janvier 2011 à février 2016 et par conséquent, la loi Sapin ne s'appliquait pas. Du reste, elle a été en l'occurrence écartée par le juge, qui a donc jugé sur le fondement antérieur de ce type de poursuite. Donc il n'y avait aucune obligation à condamner Marine Le Pen à cette peine accessoire, ni d'autres élus qui ont également été condamnés. Aucune obligation. C'est donc un choix très personnel des magistrats, et c'est un choix qui est éminemment contestable, puisque, évidemment, le contexte dans lequel ce choix s'est exercé n'a pas été manifestement pris en compte, ou plutôt a été pris en compte d'une façon qui laisse craindre un caractère manifestement politique de la décision. En effet, cette décision est en outre assortie de l'exécution provisoire. Alors on sait que l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'application immédiate, enraye l'effet de l'appel. En France, l'appel est naturellement suspensif, donc on reste présumé innocent jusqu'à la décision de dernière instance, et c'est seulement l'exception de l'exécution provisoire qui suspend ce caractère suspensif de l'appel, ou plutôt qu'il élimine. Donc ici, il faut évidemment, pour prononcer une telle exception, eh bien, il faut des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles ont été développées à la fois par la législation et la jurisprudence. Il s'agit de la présence de risques, le risque de récidive et le risque de trouble à l'ordre public. Ces critères ont été affirmés bien souvent, notamment par la Cour de cassation, encore récemment dans un arrêt du 18 décembre 2024, l'exécution provisoire a pour finalité la prévention de la récidive. Or, en l'espèce, on ne voit pas où était le risque de récidive pour Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est plus présidente du parti, elle n'est plus députée européen. Par ailleurs, les conditions de rémunération des assistants ont depuis changé et
il est probable qu'elle n'aurait pas le masochisme de se mettre dans la difficulté supplémentaire d'avoir de nouveaux problèmes de ce type. La récidive est tout simplement exclue en réalité en la matière, donc le risque est absolument absent. Le deuxième critère soulevé par la Cour de cassation, c'est le critère du trouble à l'ordre public. Et évidemment, on voit très mal en quoi le fait que Marine Le Pen reste éligible serait un trouble à l'ordre public. Et en l'occurrence, ce qui est évidemment troublant, c'est plutôt le fait que cela a été allégué par le tribunal, puisque on lit effectivement dans le long jugement de 154 pages, on lit que le trouble irréparable à l'ordre public démocratique serait engendré par le fait qu'elle soit candidate, voire élue, par exemple et notamment à l'élection présidentielle, alors qu'elle est condamnée pour détournement de fonds publics à une peine d'inéligibilité en première instance et pourrait l'être par la suite définitivement. Alors, on est très mal à l'aise devant cet aveu du juge, des juges, il s'agit d'un collège de 3 magistrats, disant qu'effectivement, ce qui est visé, c'est d'empêcher nommément, explicitement, Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle parce qu'elle aurait été condamnée en première instance. Mais précisément, la première instance n'est pas l'instance définitive. Il a été remarqué que la présidente du tribunal, qui a pris la responsabilité de cette décision, Madame Bénédicte de Pertuis, avait récemment, dans une affaire concernant M. Olivier Dussopt, estimé qu'il méritait la relaxe, là où, sur appel du parquet, ce justiciable a été condamné en appel. Donc, Madame de Pertuis est susceptible de faire des erreurs graves et récentes, et elle entend ici, pourtant, dès la première instance, donc un jugement non définitif, empêcher une candidate qui est la candidate favorite de l'électorat à l'élection présidentielle. C'est évidemment éminemment choquant. Ça l'est d'autant plus que la décision du tribunal correctionnel mentionne également une manifeste motivation politique de la condamnation, s'agissant de l'atteinte aux intérêts de l'Union européenne, qui est ici partie contre le RN, disant que il s'agit en effet d'une atteinte par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes. Le juge semble ici faire grief d'une opinion politique, l'hostilité au fonctionnement actuel de l'Union européenne. Donc il s'agit d'une sorte de délit d'opinion. C'est évidemment extrêmement grave et il est particulièrement significatif que ce soit explicite. Alors, cette notion de trouble à l'ordre public démocratique, c'est une notion qui est tout à fait absente des textes. C'est une notion que le juge a forgée, sinon de toutes pièces, du moins à partir de la jurisprudence administrative elle-même récente. La notion très floue d'ordre public immatériel venant d'une récente circulaire de M. Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, qui est une notion qui a servi déjà à bâillonner bien des opposants au système politique en place, et qui vient d'être transposée par le juge judiciaire, par le juge pénal, ce qui est grave, parce que c'est fait au mépris de ce qu'on appelle l'interprétation stricte du droit répressif, du droit pénal, qui ne doit pas faire l'objet d'interprétations aussi floues. Enfin, on est obligé de constater que cette extrême sévérité dans la condamnation, dans la peine accessoire, dans l'exécution provisoire, se trouve n'avoir pas été employée dans des cas absolument similaires. Dans le cas, par exemple, des eurodéputés du MoDem, si des eurodéputés ont été condamnés à des peines nettement plus légères que celles des députés du RN, le chef du parti, François Bayrou, a été relaxé, contrairement à Marine Le Pen. On ne voit pas comment, en tant que chef du parti, il n'aurait pas été au courant pourtant de ces pratiques qui, du reste,
à mon sens, n'auraient pas dû faire l'objet de condamnation, mais dans la mesure où elles l'ont été, on ne comprend pas pourquoi, dans ce cas, leur chef ne l'a pas été également. Précisons que le parquet a fait appel de cette relaxe de François Bayrou et que donc nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui est suspendu à une possible condamnation finale. Or, ça ne pose manifestement pas problème, il n'y aurait pas ici de trouble à l'ordre public démocratique, le deux poids deux mesures est malheureusement évident. On pourrait dire la même chose pour LFI, qui est visé également au Parlement européen par une enquête qui est ouverte depuis 2017 pour les mêmes griefs que pour le Rassemblement national, et l'on voit que cela traîne opportunément en longueur. Donc, cet acharnement politique sur le Rassemblement national, qui fait craindre en effet une justice politique, le fait que un deux poids deux mesures s'applique ici avec des indices concordants, le fait qu'il y ait un acharnement sur Nicolas Sarkozy, comme il y en avait eu un sur François Fillon, comme il y en a eu un sur Claude Guéant, que, à contrario, ne viennent toujours pas devant les tribunaux l'affaire McKinsey, l'affaire Alexis Kohler, l'affaire du fonds Marianne, montre effectivement qu'il y a manifestement une idéologie qui domine dans la magistrature, qui est une idéologie politique qui choisit ses cibles, qui les choisit à droite. Et cela est un problème non seulement pour toute une partie de l'opinion qui se trouve être actuellement majoritaire, mais c'est également un problème institutionnel de fond. La question qui se pose est celle d'un gouvernement des juges, en réalité, qui, au nom de ce qui est nommé un État de droit, porte atteinte tout simplement à la démocratie. Une atteinte à la démocratie, en tout cas selon l'esprit gaullien de nos institutions, selon la Constitution de la Ve République, dont l'article 3 dispose que la souveraineté appartient au peuple. Quand le peuple exerce-t-il réellement sa souveraineté, c'est-à-dire directement? Seulement dans deux cas, le référendum et l'élection présidentielle au suffrage universel. Nous avons tous constaté que le référendum avait été abandonné depuis 20 ans. Le peuple est bâillonné depuis 2 décennies à cet égard, et nous constatons aujourd'hui que c'est son autre moyen d'expression directe, l'élection présidentielle, qui est aujourd'hui en danger.